Alors une petite vidéo donc sur le Sahara. J'avais débuté ma vidéo il y a quelques instants en parlant des usages que vous pouviez en faire le jour du bac. En l'occurrence donc si vous deviez être amené à travailler sur le Sahara d'ici à juillet, eh bien ce serait dans un devoir sur table quand on se retrouvera. Donc deux options, soit ça peut faire l'objet d'une composition à part entière, soit c'est une thématique à utiliser donc dans une composition qui porterait sur l'Afrique. Alors, donc le Sahara, ressources, tensions et développement, c'est un espace qui est bien sûr connu pour être le plus grand désert du monde, ou l'un des plus grands en tout cas, mais c'est un espace qui est au cœur de l'actualité et notamment qui est au cœur des tensions géopolitiques donc dans cette partie du monde, mais pas seulement, hein, c'est un espace qui est très important, notamment parce qu'il se situe aux frontières de l'Europe, et donc nous sommes en Europe et en France en particulier extrêmement concernés par tout ce qui se passe dans l'espace saharien. Alors le premier point porte sur les caractéristiques de cet espace, qui est un espace de forte contrainte mais disposant de ressources. On commencerait donc une composition en expliquant les contraintes naturelles de cet espace. Donc c'est un désert chaud, avec par définition des températures extrêmement élevées et très peu de précipitations, avec une eau qui est rare mais qui est présente via des nappes aquifères, c'est-à-dire des nappes souterraines mais qui sont difficiles d'accès. Un certain nombre de ces nappes aquifères sont non renouvelables, elles sont fossiles. Donc une fois l'accès à ces nappes, eh bien une fois qu'elles sont pompées, eh bien elles ne se renouvellent pas, donc c'est un autre problème. Et puis bien sûr c'est l'immensité, hein. Vous avez un espace qui s'étend quasiment sur 5000 kilomètres d'est en ouest. Je prends ici non les chiffres que vous avez dans la fiche qui sont pas tout à fait équivalents, mais ça c'est la plus grande extension, donc de la mer Rouge à l'océan Atlantique. Vous avez 5000 km et 3000 km d'Alger à Niamey au Niger. Donc un espace en tout cas qui est immense et qui a longtemps été perçu comme un espace inutile par notamment les colonisateurs, jusqu'à la découverte de gisements, notamment de minerais d'hydrocarbures, et à ce moment-là, eh bien, on y a vu un espace utile. Alors en fait, il s'avère que cet espace, c'est notre petit 2, est plein de ressources. Il n'a jamais été inusité, hein, cet espace. Dès le Moyen-Âge, vous aviez des caravanes de sel qui traversaient le Sahara. Pourquoi? Eh bien parce qu'on conservait encore à cette époque les aliments. Jusqu'au début du XXe siècle, on conservait les aliments avec le sel, et donc cela faisait l'objet d'un trafic intense de part et d'autre donc du Sahara et au travers du Sahara. Mais on y a découvert des gisements de pétrole. Vous avez une carte dans le diaporama qui vous montre qu'on a du pétrole, notamment en Algérie, des ressources importantes, en Libye et au Soudan. Du phosphate, hein, qui est utilisé dans pour de très nombreux procédés chimiques, le phosphate, et puis les minerais de fer, et ainsi que l'uranium, qui est concentré essentiellement au Mali et surtout au Niger, près de la mine d'Arlit. Alors, puisqu'on est dans cet environnement extrêmement contraint, eh bien l'essentiel de ces ressources se trouve au fin fond du désert, sont difficiles d'accès et sont loin des foyers de peuplement et donc de consommation. Ce qui explique la nécessité de développer des lieux et l'émergence donc de villes comme à Hassi Messaoud en Algérie, puisque eh bien les personnes qui vont travailler sur les sites d'extraction eh bien ont besoin de pouvoir vivre à proximité. L'eau, je le disais, fossile, eh bien, son pompage et son extraction est extrêmement
difficiles. Elles donnent lieu parfois à ces paysages où vous avez des champs qui sont parfaitement circulaires. Pourquoi? Bien parce que les pompes, elles vont aller pomper l'eau très profondément et ensuite, eh bien, ces lances à eau qui vont irriguer ces champs parfaitement artificiels, eh bien, vont avoir une forme circulaire. Alors, qui profite de ces ressources? Eh bien, ce sont les États qui fonctionnent sur ce qu'on appelle la rente, notamment pétrolière, c'est-à-dire tout l'argent qui découle de ces richesses. Et puis, les nations étrangères, via les firmes transnationales, pour le pétrole, on considère qu'on a là l'une des régions les plus riches en pétrole non exploité, et donc cela attire les puissances étrangères, la France notamment, mais aussi les États-Unis ou encore un pays comme la Chine. La Chine, on a déjà expliqué plusieurs fois qu'elle était présente partout. Vous avez un grand groupe chinois qui s'appelle CNPC, qui est présent par exemple au Niger. Alors, les bénéfices de cette exploitation, eh bien, elles ne retombent pas donc sur les populations. Et il est là le paradoxe du Sahara, et c'est un paradoxe qu'on retrouve ailleurs en Afrique. Si vous prenez un pays comme le Niger, qui est l'un des plus sous-développés du monde, vous avez aussi l'un des pays où se trouvent les gisements les plus importants d'uranium. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que les retombées liées à l'exploitation, comme je l'ai dit, vont soit aux États, aux élites, qui sont souvent d'ailleurs aussi corrompus, et qui vont donc aux firmes transnationales étrangères. Souvent, ces firmes transnationales, pour exploiter les ressources, elles vont développer des infrastructures, mais ces infrastructures, eh bien, elles ne bénéficient pas ou très peu aux populations. Très concrètement, eh bien, vous allez avoir une route, par exemple, qui va être goudronnée, qui va relier la ville la plus proche au site d'extraction, et c'est tout. Donc les firmes transnationales, quand elles vont investir dans les régions, elles vont investir dans ces infrastructures-là, elles ne vont pas s'embarrasser, elles ne vont pas investir dans la diffusion et dans la construction d'infrastructures connexes, si l'on peut dire. Du coup, eh bien, vous avez par exemple des tensions qui naissent de ça. Vous avez les populations touareg qui, au Niger, eh bien, du coup, critiquent et condamnent ces exploitations dont elles ne voient pas ou peu les retombées, également en termes d'emploi, puisque vous avez déjà une partie des employés qui sont des employés souvent qui vont venir des villes. Par exemple, sur des sites d'extraction algériens, vous allez avoir de la main-d'œuvre qui va venir des villes littorales pour travailler sur ces sites d'extraction. Et puis, vous avez également toute une série, tout un nombre relativement important, ça dépend, d'expatriés qui vont procéder à la gestion de ces sites d'exploitation. Donc il y a voilà ce problème de comment est-ce que cette ressource et ou ces ressources et les conflits générés eh bien vont ou pas retomber et constituer des retombées positives pour les populations. Le deuxième point, c'est que cet ensemble est politiquement fractionné, mais qu'il est néanmoins parcouru de flux. Alors on a donc au Sahara des frontières qui sont importantes, des milliers de kilomètres de frontières. Si vous prenez la frontière entre le Mali et l'Algérie, elle est longue de plus de 1300 kilomètres, ce qui est considérable. Je vous rappelle que du nord au sud de la France, on a environ 1000 kilomètres. Alors, le problème de ces frontières, bien sûr, c'est qu'elles séparent 10 États. Comme vous le voyez sur la carte qui est dans votre diaporama, la plupart de ces frontières sont absolument rectilignes. Tout simplement, elles ont été tracées au lendemain des phases de colonisation, donc au moment où les indépendances se sont profilées, eh bien, on a jeté une carte sur une table, on a sorti des règles, des crayons et on a tracé ces frontières au mépris
notamment de la réalité vécue des populations, avec en particulier les populations nomades, celles qui bougent en fonction de la période de l'année, qui suivent leur bétail et dont le territoire se retrouve, par exemple si on prend les Touaregs, se retrouve à cheval entre de multiples pays, le Niger, le Mali, la Libye, le Burkina Faso notamment. Et pour ces populations, les frontières qui ont été tracées n'ont absolument aucune validité, ne correspondent à aucune réalité historique ni à leur mode de vie. Ce qui est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'immensité du Sahara et l'immensité de ses frontières fait que les pays n'ont pas les moyens techniques, ni les infrastructures, ni les moyens humains, notamment au sein de leur armée, pour surveiller physiquement les frontières. Il ne faut pas imaginer des frontières fermées ou semi-fermées comme entre les États-Unis et le Mexique ou entre, pire, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Parfois même, ces frontières ne sont même pas marquées. Et donc, il est impossible de tout contrôler. Ils n'ont pas non plus les moyens, via des satellites, etc., de surveiller les frontières, ce qui rend donc leur inviolabilité compliquée à assurer. Par conséquent, ces frontières, elles vont être parcourues et elles sont parcourues par des flux qui sont notamment illicites. Alors, ces flux, ils sont nombreux. Sur un schéma, il faudrait mettre des flèches allant dans tous les sens. Ces flux concernent notamment des flux de marchandises qui vont et viennent donc et qui traversent le territoire, des flux de matières premières. Les matières premières, le pétrole et tout le reste, une fois qu'il est extrait, il va falloir l'acheminer vers les ports littoraux pour l'exportation, mais pour d'autres produits également, et notamment les marchandises illicites. Les armes, la drogue, le hashish, la cocaïne sont empruntent des autoroutes même, dans le cas de la cocaïne, des autoroutes qui vont traverser le Sahara. On estime que 15% de la cocaïne dans le monde transite par le Sahara. Pourquoi? Parce que les trafiquants de drogue cherchent à éviter les passages traditionnels, ceux qui sont désormais très surveillés, notamment aux portes de l'Europe. Et donc, comme cette frontière qu'est le Sahara est difficile à franchir tout en étant poreuse et difficilement surveillée, à ce moment-là, pour les trafiquants, c'est une porte d'accès privilégiée pour, en tout cas, arriver aux portes de l'Europe. Et puis après, ils essayent de faire passer la drogue comme ça. Bien sûr, il y a des flux humains. Les flux migratoires sont importants. On sait qu'énormément de populations venues du Sahel, mais aussi d'Afrique subsaharienne. Donc subsaharienne, on est au sud du Sahara, donc des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Vont transiter par des chemins traversant le Sahara. Et donc, le Sahara est un lieu de passage extrêmement important. Et ensuite, vous allez avoir des nœuds, comme Tamanrasset en Algérie. Soit des gens vont ensuite se diriger vers le nord-ouest pour essayer de franchir la porte de l'Europe via le Maroc, ou soit emprunter la route libyenne, par exemple. On retrouve également un certain nombre de réfugiés. Les réfugiés, je vous rappelle, ce sont des gens qui, en raison de conflits, sont obligés de quitter leur territoire. Et donc, à ce moment-là, ces réfugiés quittent leur pays de force et vont, par exemple, se retrouver dans le pays voisin. C'est le cas, par exemple, des Soudanais qui, au Darfour, quittent le Darfour pour aller s'installer, par exemple, au Tchad. Et vous avez également des flux touristiques qui, avec les conditions d'instabilité politique, sont pour le coup faibles, mais qui, par exemple, au Maroc, et jusqu'à il y a quelques années, commençaient à être visibles, et également donc au sud de l'Égypte.
Voilà, tout cela nécessite bien sûr des infrastructures de transport qui sont moyennement développées. Souvent, pour traverser le Sahara, vous avez des pistes qui sont non goudronnées. La transsaharienne qui va d'Alger à Lagos, elle, est uniquement partiellement goudronnée. Voilà pour la fin de notre deuxième partie. Je fais une troisième petite vidéo pour la suite.